quand on prépare ces tables rondes, on a un sujet qui nous est donné au départ et en le préparant, on le change. Donc, première chose, la table ronde précédente, ça serait peut-être plutôt à rebaptiser innover pour préserver. Parce que c'est préserver la planète, préserver notre avenir. Nous, on est ici, on a la chance d'avoir des praticiens, des personnes, des dirigeants de grandes fondations. Donc, quand on dit grande fondation, Fondation de France, Fondation Edmond Rothschild, Fondation Accenture, on se dit ce sont des grandes maisons très sérieuses et tout ça. D'ailleurs, je crois que l'une d'entre vous m'a dit, a priori, avant d'entrer dans le... Ben oui, c'est vrai, il devait y avoir Anne-Claire, d'ailleurs, Anne-Claire Pache, que je vous prie d'excuser parce qu'elle était souffrante, elle n'a pas pu venir finalement, elle nous a prévenu hier. Et donc on va essayer de compenser ses interventions, sa vision un peu plus globale, aussi par vos interventions. Je vais y revenir. Donc quand on a discuté du secteur, c'est vrai que l'un d'entre vous me disait, avant d'être dans ce secteur, j'en avais une image très très poussiéreuse, et même de certaines des grandes institutions. Et puis, quand j'ai découvert, dès les premières heures, les premiers jours, je me suis dit, mais c'est incroyable. Voilà. Et c'est un petit peu ce qu'on vient de voir avec le sondage. Je vois que certains ont une vision du secteur qui était un petit peu partagée quand même. C'était presque 50-50 positif, négatif, ou partiel, vraiment engagé. Et puis, par contre, je crois que dans la salle, et c'est pas par hasard que vous êtes ici, on a une surreprésentation peut-être des acteurs innovants. Et puis on se disait que peut-être certains ici n'arrivent pas à innover et voudraient plus innover. Donc allez savoir. Alors, donc moi je suis là pour modérer. On m'a demandé de rendre ça vivant, interactif. Donc je vais vous avouer que j'avais proposé qu'on fasse dans un premier temps tout ça sur la pelouse. Donc on aurait pu se mettre sur la pelouse. Mais c'était... Bah oui, parce qu'on fait un truc innovant. On me dit sur l'innovation. Bon, voilà. Tant pis. Donc on ne sera pas sur la pelouse, on le sera après. J'avais proposé ensuite qu'on inverse les chaises, enfin qu'on fasse un truc un peu comme on fait maintenant, vous savez, dans l'anticonférence et tout ça. Non, c'est très compliqué, puis ça aurait dérangé tout le monde. Donc on va essayer de rendre ça vivant de la façon suivante. C'est qu'on va, d'une part, pas faire une succession d'interventions, d'autant plus que je crois que vous connaissez les trois fondations et que la plupart d'entre vous connaissent aussi les intervenants. Donc, en tout cas, l'idée, c'est plutôt une série de questions, le maximum d'exemples, puisque là, on va voir finalement comment des fondations innovent. Et quand on dit innove, ça veut dire beaucoup de choses. Et puis, je vous invite à chaque question, après les réponses, les réactions, les témoignages des intervenants, de ne pas hésiter à vous lever pour apporter le vôtre. Simplement, je vous dirais en 3 minutes. Donc, c'est pas facile de raconter une histoire, je le sais, en 3 minutes. Mais voilà, l'idée est plutôt de tous nous donner plein d'inspiration, d'idées, et qu'on reparte en se disant, tiens, ça, j'ai envie de le faire. Et puis, vous aurez les contacts de tout le monde. Vous l'avez dans le dossier, d'ailleurs. Donc, vous pouvez très bien ensuite recontacter la personne et lui dire comment tu as fait. Est-ce que tu peux... Voilà. Alors, on va commencer simplement... Je vais vous laisser vous présenter. Donc, voilà. Oui, c'est vrai que tout est là. Donc, si vous avez des questions à leur poser, ce sera pour après. D'accord. Et donc, j'avais préparé juste une très rapide intro parce que ce qui me frappe, c'est que finalement, depuis tout à l'heure, et même depuis sur le programme, on nous dit... c'est évident qu'il y a un changement de paradigme et c'est évident, ou des changements de paradigme, et c'est évident qu'il faut innover. Et c'est vrai que la question c'est faut-il innover? Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans l'innovation des fondations? Et puis ensuite, dans l'innovation, moi j'avais envie de rajouter une question, mais alors sans la machine, là je vais vous demander de lever la main. Est-ce que tout le monde, qui ici s'estime capable de reconnaître une innovation? Personne? Quand vous voyez une innovation, vous la reconnaissez? D'accord. Parce que moi, j'ai travaillé dans la pub, dans une agence qui a inventé la disruption,
je peux vous dire que quand un créatif arrive, aussi dans le secteur social, quand quelqu'un arrive avec une vraie innovation, très souvent, on ne la reconnaît pas tout de suite. Et on ne reconnaît pas tout de suite que ça va être une innovation. Quelquefois, c'est très anodin, une innovation. Donc voilà, ça aussi, c'est un métier, c'est peut-être aussi une chose qu'il faut que vous maîtrisiez. Et ensuite, il ne faut pas confondre innovation, disruption, création, invention, sont des notions différentes. L'innovation est quand même à finalité pratique et concrète, utile. Elle a d'ailleurs été beaucoup intégrée dans l'économie. Anne Fleury nous avait fait passer un article que vous pourrez voir effectivement sur l'innovation et le principe de Schumpeter. C'est-à-dire il faut absolument avancer, éliminer ce qu'il y avait avant et donc créer du nouveau pour répondre aux besoins nouveaux, pour se développer. Et ça, c'est une vision qui n'est peut-être pas obligatoirement compatible avec les valeurs d'intérêt général. Et enfin, l'une des questions que je me suis posée, c'est, je suis au conseil d'administration de la Fonda, que certains d'entre vous connaissent, qui fait de la prospective associative, là pour le coup. Et ce qu'on voit, c'est que je crois que vous voyez tous en tant que fondation que de l'innovation, il y en a dans les associations, il y en a sur le terrain, dans l'associativité en général, partout dans l'ESS. Mais la question, c'est est-ce qu'il y en a de la part des fondations ou est-ce que les fondations sont simplement des aides, des accoucheurs d'innovation, des faiseurs de changement d'échelle. Voilà. Donc, on va essayer d'être sur des questions concrètes, rapides. Et moi, j'en ai une pour nos trois intervenants. Donc, en commençant par Axel. Une innovation. Alors, je sais qu'Axel ne veut pas répondre directement à la question qu'on lui pose. Mais ça, c'est... une innovation que vous admirez ou dont vous êtes fier. Ou les deux. Bonjour. Bon, alors ma réputation est faite, mais si, je vais répondre à la question. Ah. Non, j'ai simplement dit à Laurent tout à l'heure que quand on travaille à la Fondation de France, aller choisir un projet dont on est fier ou qu'on admire, c'est pas un exercice aisé. Donc du coup, j'ai décidé de faire simple et de prendre le projet que j'ai visité la semaine dernière, parce que je l'ai trouvé absolument extraordinaire. Et il est tout à fait révélateur de ce que les fondations peuvent produire. Il y a un programme prison à la Fondation de France qui a pour objectif ultime de contribuer à la réduction du risque de récidive, puisque la France détient un triste record de plus de 60% de taux de récidive. Donc on a décidé de s'attaquer à ce sujet. Et donc je suis allée visiter le projet de la ferme de Moyenbry, qui est dédié aux longues peines, hein, c'est-à-dire des gens qui ont tous 15, 20 ou 30 ans de réclusion, avec l'idée que pour ces personnes, bien évidemment, la réinsertion, j'allais dire, est quasi impossible si elle n'est pas accompagnée. Et en plus, donc bien évidemment, avec des taux de récidive supérieurs à 60%. Donc ce que je trouve remarquable déjà, c'est que cet asso, elle a décidé de s'attaquer à ce qu'il y a de plus difficile, avec l'idée de dire qu'il fallait finalement, pour bien accompagner ces détenus, arriver à préparer cette sortie de prison. Et donc ils accueillent des prisonniers qui sont sous écrou, hein, c'est-à-dire que c'est une peine alternative. Il leur reste entre 6 mois et 9 mois de détention à effectuer, et ils sont accueillis dans cette ferme, donc dans un lieu qui est totalement ouvert, où il n'y a aucune sécurité, aucun contrôle, et ils travaillent à la ferme. Et toute la matinée est consacrée à des travaux, donc il y a une petite fromagerie, il y a une activité de maraîchage, donc il y a un peu de menuiserie aussi, donc on leur apprend, pour ceux qui le souhaitent, un métier, et l'après-midi est consacré à un accompagnement pour l'après. Parce qu'il faut avoir en tête que ces gens, au bout de 15 ans, 20 ans, 30 ans, n'ont plus de papier, puisque l'administration pénitentiaire ne s'en occupe pas. Ils n'ont plus de carte d'identité, ils n'ont plus de sécurité sociale, ils n'ont plus rien. Et puis, il faut les accompagner vers Pôle emploi, il faut les accompagner à trouver un métier.
Je ne sais pas si c'est une innovation, pour moi c'en est une, parce qu'en fait aujourd'hui la société n'apporte pas de réponse pour ces personnes. Donc en ce sens c'est bien le travail des fondations et des associations d'arriver à imaginer les solutions. Et elle est remarquable parce que pour arriver à monter un projet comme celui-là, il faut que l'administration pénitentiaire soit d'accord, le juge d'application des peines, l'ensemble de tout l'écosystème finalement qui gère ces détenus soit d'accord pour cette expérimentation qui est en train d'être produite dans différents endroits. Et le ministère de la Justice est en train de chercher des crédits. Bon, c'est là où ça se gâte, il faut qu'ils trouvent les crédits pour arriver à dupliquer cette ferme dans plusieurs villes de France. Alors ça, quand on a préparé, vous m'aviez dit effectivement, je crois que c'était un de vos credos, qui est l'innovation provient généralement d'une plongée dans un écosystème, dans l'écosystème du problème, de tous les acteurs. En fait, je pense que c'est un des rôles des fondations, en tout cas, nous, notre conception à la Fondation de France, c'est celle-là. La philanthropie, c'est fondamentalement une aventure collective. C'est-à-dire que ce n'est pas une personne, si riche soit-elle, qui arrivera à résoudre une question de société. Il faut arriver à mettre toutes les parties prenantes autour de la table. Bien sûr, il faut des moyens financiers. Il faut de l'intelligence et de l'intelligence collective. Et ensuite, il faut expérimenter. Il faut évaluer pour regarder ce qui ne marche pas et adapter systématiquement. Donc, on est vraiment dans une construction commune d'une réponse. Rose, ça vous parle, cette histoire du co avec un micro? Vous m'entendez? Oui, je crois que... C'est bon? Oui. Bonjour. Donc, bien sûr que ça me parle. Mais juste pour commencer, Laurent, je m'inscris un peu en faux sur cette idée d'innovation comme valeur absolue, parce que j'ai l'impression que c'est un peu l'esprit de ce colloque, et je le salue, mais je pense que c'est important de peut-être, malheureusement je ne serai pas là pour le faire dans les prochains 3 jours, mais peut-être de vraiment s'interroger de manière quasiment philosophique. Est-ce que quelque part l'innovation est une valeur absolue? Y a-t-il des cas où ce qu'on définit comme innovation, et l'article d'ailleurs que vous avez distribué le montre, par exemple aux États-Unis, le travail à la chaîne était vraiment perçu comme une innovation. On en voit les résultats aujourd'hui, ou en tout cas dans les 20 dernières années. L'innovation, c'est aussi les OGM. Alors quand on voit effectivement les dégâts causés, ne serait-ce que par la Fondation Gates, dans certains pays africains que moi-même j'ai pu visiter, bon, ça me trouble. Donc à quel coût l'innovation? Et ensuite, effectivement, par contre, je ne veux pas complètement décrier cette notion d'innovation. Alors chez nous, en fait, aux fondations de Rothschild, donc je rappelle systématiquement que ce ne sont pas les fondations de la banque, c'est vraiment des fondations familiales. On défend jalousement notre autonomie. Peut-être qu'on qualifie ça plutôt d'audace. Et là, on touche évidemment une question générale du secteur. Sommes-nous suffisamment audacieux dans les prises de position, dans le fait que la philanthropie, à mon sens, n'est pas uniquement des projets ou des dons, c'est aussi une forme de plaidoyer. Et là, je rejoins parfaitement l'initiative que Marie-Stéphane lance et qui doit aller au-delà par exemple, d'un Giving Pledge américain qui, bien sûr, a levé, je crois, plus de 200 milliards de dollars aujourd'hui, mais pour l'instant, dont on n'a pas véritablement encore les effets concrets sur le terrain. Alors, sur l'audace, si je peux me permettre, peut-être pour orienter vers ça, 3 sujets concrets. L'un, je le dis souvent, dans notre beau pays, souvent, on ne nomme pas assez les choses. On a peur, par moment, de dire les choses. Et je pense que la philanthropie peut avoir cette liberté. Concrètement? Et concrètement, par exemple, bon, c'est un sujet que certains d'entre vous connaissent, c'est que nous, on a décidé que toute la question autour de la diversité, de la discrimination, de la religion, de la couleur, devait être dite et ne pas se réfugier derrière des adages habituels de laïcité, de on est tous français, mais certains sont plus français que d'autres, etc., etc. Et d'ailleurs, je nous fais l'autocritique, si je vois effectivement cette salle, elle représente très mal, quelque part, cette diversité à la française aujourd'hui. Donc, quelque part... Et que 17% qui font dans l'environnement, attention, hein, y a du boulot. Et d'ailleurs, on n'est pas les seuls. On a la chance, évidemment, d'avoir un réseau de 10 fondations. Donc, je vois ce qui se passe aux États-Unis, par exemple, qui est censé être un monde peut-être plus ouvert sur ces questions de multiculturalisme ou
le monde des fondations est finalement tout aussi fermé. En fait, c'est très WASP, c'est très Ivy League, et ça, quelque part, ça empêche quelque part aussi la disruption. Alors chez nous, par exemple, notamment avec nos partenaires qui étaient la Colline, le TNS à Strasbourg, maintenant Avignon, on a en fait jeté un pavé dans la mare en disant, dans l'univers du théâtre, par exemple, la scène est blanche et le public est blanc. On parle du grand théâtre, on ne parle pas des stand-up qui sont un peu comme le hip-hop dans l'univers de la danse. Et en fait, on a eu la chance d'avoir des grands directeurs de théâtre qui ont décidé de prendre ce risque, parce que c'était un vrai risque. Quelque part, on aurait pu être accusé de faire de la discrimination positive, ce qui en France n'est pas vraiment encore accepté, pour finalement, et ce n'est pas un de nos programmes les plus coûteux, mais c'est pour moi l'un des programmes qui a le plus attiré en fait, l'attention des médias. Alors tout le monde s'y est emparé, Télérama, Le Monde, Les Échos, il y a eu un article dans le Financial Times à Londres, tout à coup la France se réveille, en tout cas sur cette question de diversité dans l'univers culturel. Et le résultat de dire que oui, quelque part, c'est de pouvoir ensemble dire des choses, parce que c'est de cette manière qu'on peut aussi exercer une influence, me semble-t-il. Alors, on va rester sur l'audace, puis vous nous donnerez vos autres points après, mais je veux quand même, pour sortir de l'autodénigrement, parce qu'on peut s'autodénigrer, mais par contre, sur la parité homme-femme, c'est pas mal quand même notre secteur. Enfin, il y a beaucoup de dirigeantes masculines. Je parle de des fondations, de la philanthropie. Non, vous n'êtes pas d'accord ? Il y a encore trop d'hommes. Il n'y a pas beaucoup de femmes. Pardon, ici. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans les conseils d'administration. Ah oui, les conseils d'administration, d'accord. Bon. Donc il faut progresser. Ok. Mais je vois beaucoup de dirigeantes, DG, etc. Non, je me trompe ? Ok. D'accord. En fait, il n'y a pas assez de monde. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas assez de jeunes, peut-être. Ok. Alors maintenant, le point de vue de la fondation d'entreprise. Bon, bonjour. Alors je me sens assez mal parce que dans le côté WASP masculin, en plus je vais aggraver mon cas, travaillant dans une très très grosse entreprise et je vais particulièrement défendre le point de vue de l'entreprise là. Donc je vais aggraver mon cas. Mais peut-être pour rebondir sur la question initiale, en termes d'innovation, j'en prends une parmi 1000. Il y a quelques jours, là, chez Accenture, on a rassemblé nos collaborateurs pour travailler avec une association, une ONG qui s'appelle Missing Map. Peut-être que certains d'entre vous connaissent, qui a été fondée avec la Croix-Rouge notamment et d'autres, et MSF, et qui a vocation à cartographier des zones du globe qui ne sont pas cartographiées. On croit tous qu'avec Google Maps, tout le territoire est connu, il suffit de faire un clic et on sait où on va. Il y a plein de zones qui sont des zones blanches en fait sur la planète. On ne sait pas ce qu'il y a comme bâtiment, comme route, etc. Ce qui pose plein de problèmes pour l'accès en cas de crise d'urgence, pour l'accès aux soins de santé, etc., etc., quand il y a des problèmes de migration. Et donc, il y a une initiative qui a été faite pour rassembler des personnes qui acceptent de donner du temps pour aller, avec OpenStreetMap, qui est un logiciel libre, aller cartographier des zones du monde qui ne sont pas cartographiées. Et très concrètement, par exemple, nous, avec les collaborateurs Accenture, mais on n'est qu'une petite partie de l'exercice. Il y a eu là 400 000 bâtiments, 15 000 km de route en Tanzanie, un peu partout en Afrique et dans d'autres zones, qui ont été en Birmanie, etc., qui sont cartographiés, qui permettent ensuite d'organiser de l'activité, etc. On va plus être tranquille nulle part, quoi. Enfin, on va plus être tranquille. Non, mais cartographier ne veut pas dire qu'il y a... Éthiopie dernièrement dans des endroits où on se disait tiens, c'est chouette, ça n'apparaît pas sur Google Maps. Cartographier ne veut pas dire qu'on a accès il y a accès à Internet sur place. On peut quand même encore y aller oui, c'est vrai. À pied, en 4x4, etc. Et c'est quand même des zones très perdues. Donc c'est un exemple d'innovation que je trouve positive, utilisant la technologie, impliquant pas mal de gens. Et je l'ai cité pourquoi ? Parce qu'un de mes points que je soumets à la discussion, là, c'est que dans ce cas de figure, c'est une entreprise, effectivement, Accenture, qui a contribué à l'effort, et qui crée un effet de masse incroyable pour contribuer à accompagner ce mouvement-là. Un autre exemple qu'on a, c'est qu'on a créé une entreprise qui s'appelle Access, je fais un peu de pub en même temps, Access Inclusive Tech, qui a vocation à faire de l'insertion sociale pour des gens qui sont loin de l'emploi, sur les métiers de la tech et du numérique. Et on est co-investisseur avec une entreprise de l'insertion sociale qui s'appelle Ares. Donc on a co-investi dans cette boîte. On a créé une nouvelle entreprise qui gagne de l'argent, qui génère de l'activité et qui embauche des dizaines de salariés pour les réinsérer sur le marché du travail, des gens très loin de l'emploi, qui peuvent sortir de prison, qui peuvent immigrer, qui peuvent être loin de l'emploi pour plein de raisons. Et donc c'est une innovation non pas sur un objet, mais sur les moyens de faire quelque chose qui est de la réinsertion avec une activité économique qui a une vocation d'intérêt général.
Et quand je donne ces deux exemples, le point de plaidoyer que j'ai derrière, c'est que mon hypothèse pour notre discussion, c'est que si les grandes entreprises ne se collent pas au sujet d'intérêt général, on n'y arrivera pas. Pour rebondir sur la table ronde précédente, je pense que sans les grandes entreprises, on n'y arrivera pas. Et ma conviction absolue, c'est qu'aujourd'hui, les grandes entreprises prennent conscience réellement, de plus en plus, et ça va aller de plus en plus vite, de l'impératif pour elles, une question de survie stratégique dans la durée, de s'intéresser à ces sujets d'intérêt général, que ce soit le climat, que ce soit l'insertion, l'inclusion, etc. Et que donc, elles vont s'y mettre avec des moyens très importants. Et que du coup, pour les fondations, ça pose une vraie question, parce qu'effectivement, le côté innovation que les boîtes peuvent mettre en place, ou l'audace, ou la mise à l'échelle d'activités, va probablement dépasser assez vite le secteur des associations qui, avec leur bonne volonté, leurs militants, leurs héros du quotidien, font des trucs. Mais là, on va tout d'un coup passer à l'échelle. Accenture, c'est 500 000 personnes dans le monde, les salariés, dans 100 pays. Quand on décide de faire un truc, on le fait à l'échelle. Et là, on a décidé, je le dis comme ça, je fais de la pub, mais c'est un exemple. On fait plein d'innovations pour nos clients, très tournés vers leur business, purement business, donc pour les aider à faire de nouveaux produits et services. On a une fondation, donc effectivement, je suis président de la fondation, on fait des trucs d'intérêt général qui sont un peu sur le côté. Maintenant, on a créé une structure qu'on appelle de Social Open Innovation, qui vise à combiner au sein de l'entreprise de l'innovation à vocation d'intérêt général, avec tous les moyens de la boîte, tous les moyens d'entreprise pour des sujets d'intérêt général, utilisant ce qu'on sait faire. Nous, c'est la technologie, des trucs, de la techno pour les aveugles, des trucs pour, etc., etc. Et donc, on fait à l'échelle. Et du coup, il va falloir que les fondations se bougent assez violemment si elles veulent assurer, en termes de capacité d'innovation, pour suivre ces grandes boîtes. Et je connais beaucoup de très grosses boîtes qui sont dans ces mêmes dynamiques. Alors, je vois Firoz qui opine, mais avant de lui passer la parole, parce que comme on parle de... la question que vous posez, c'est effectivement que finalement l'innovation étant au cœur de l'entreprise et celle-ci maintenant étant de plus en plus impliquée dans les sujets, dans les transformations d'intérêt général, du coup, ça oblige à redéfinir le périmètre même de la fondation d'entreprise, à quoi ça sert finalement. C'est vrai qu'on voit arriver des entreprises qui se disent comment je remets la philanthropie, le mécénat dans ma stratégie raison d'être, ou dans ma stratégie. Donc je pense que vous voyez ça. Mais chez Accenture, comment ça se passe alors parce que vous, typiquement, vous êtes dedans. Bon, effectivement, depuis longtemps, on fait beaucoup de mécénat, des choses comme ça. Mais typiquement, moi, je dis que mon job, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de fondation d'entreprise Accenture. Je le dis un peu pour provoquer. Le jour où on aura supprimé la fondation d'entreprise, je serai très content. Et pourquoi ? Ça veut dire qu'on aura basculé dans ce qu'on appelle, alors nous en anglais, le responsible business, l'entreprise engagée. Et en ce moment, par exemple, pour donner un exemple, on a fait, nous, ici, un assessment B Corp pour Accenture. Où est-ce qu'on en est sur B Corp ? Alors que vraiment, on pourrait se dire on est très loin. La fondation Accenture. Oui. La fondation Accenture là-dedans. Eh ben, je dis, mon objectif, aujourd'hui, elle fait ses actions d'intérêt général avec des moyens financiers humains donnés par l'entreprise. C'est très bien, tourner. Mon sujet, c'est qu'il faut qu'on transforme radicalement la manière dont toute l'entreprise fonctionne, dans toutes ses pratiques internes au quotidien, elle-même, donc sur tous les sujets climatiques, on en a largement parlé tout à l'heure, mais vis-à-vis également de tous nos clients. Chaque fois que nous faisons un business case pour accompagner un client dans une mission de transformation, on dit maintenant on veut faire un social business case en même temps. Vous nous demandez de faire telle réorganisation, de mettre en place telle technologie, de faire je ne sais pas quoi. On va faire un social business case. Quel impact climatique, quel impact social, etc. Et qu'est-ce qu'on en tire comme action dans le cas de la transformation ? Alors, Axel voulait réagir, n'était pas d'accord avec cette idée de l'entreprise comme réponse à tous les maux du monde. En fait, moi, je trouve que c'est une excellente nouvelle que l'entreprise se préoccupe enfin de ses parties prenantes. Il était temps. Et que quand elle fabrique de la richesse, ce qui est important, certainement, il faut également qu'elle pense à l'impact de ses activités sur son écosystème. En revanche, je ne suis pas d'accord avec le fait que la puissance économique de l'entreprise et ses méthodes, et parce que c'est l'entreprise monde qu'elle pourra appliquer, d'un coup, elle va résoudre tous les problèmes de la Terre. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que fondamentalement, l'entreprise n'adressera pas tous les sujets parce qu'il y a des sujets qui ne seront pas dans son core business ou dans sa politique de RSE, et donc elle va laisser sur le côté un certain nombre de problèmes.
La ferme de Moyambry dont je parlais tout à l'heure, aucune entreprise en fait voudra jamais s'en occuper parce que des gens qui ont pris 20 ans, 30 ans, la probabilité d'avoir un super taux de réinsertion est extrêmement faible. Voilà. Donc en plus, en termes de redevabilité, elle va se retrouver face à un certain nombre d'incohérences et de difficultés en tant qu'entreprise. La deuxième, c'est que je ne crois pas non plus du tout au fait qu'il y a une recette, il y a un modèle de réinsertion qu'on va appliquer ou des innovations technologiques qu'on va appliquer et qu'on va venir plaquer dans le monde. Je ne crois pas à la bouteille de Coca-Cola qui va être distribuée dans le monde entier. Parce que ça, alors pour le coup, on l'a observé à la Fondation de France, c'est-à-dire qu'en 2011, on a fait un truc, c'est qu'on a superposé la carte des projets et des assos qu'on soutenait en France avec la carte des taux de chômage, des catégories socio-professionnelles, des niveaux de soutien financier, des niveaux d'éducation. Et là, on a eu froid dans le dos parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait tout un tas de régions en France où on était avec les populations les plus défavorisées et on n'avait aucun projet qui remontait. Aucune demande. Et donc là, on s'est dit, c'est une catastrophe. On est en train de passer à côté du truc. Donc on est allé regarder dans certaines régions et on s'est aperçu qu'il n'y avait même plus d'associations. C'est-à-dire que le lien social, les difficultés des gens étaient telles que finalement, tout était en train de se déliter. Et donc on s'est dit, mais en fait, on n'a pas le bon outil. C'est pas bon notre truc. Comment fait-on? Et c'est là qu'on a inventé le programme qu'on a appelé Dynamique territoriale. Et c'est là que je veux en venir, où on a renversé le concept, c'est-à-dire qu'au lieu d'être une fondation classique qui dit « Venez, amenez-moi vos projets, je vais vous accompagner, je vais financer les meilleures initiatives, blabla », on est allé voir les gens. On a défini 6 territoires en France, des tout petits territoires, très petits, dans des régions très compliquées localement. Et on est allé voir les gens, on est allé sur les marchés, et on leur a dit « Ok, quelles sont vos difficultés ? Est-ce que vous avez des questions de mobilité? Est-ce que vous avez des questions de sociabilité? Est-ce que vous avez des problèmes d'emploi, de logement? Dites-nous vos problèmes, construisons les idées ensemble. C'est-à-dire que moi, je ne crois plus du tout à un truc top-down, mais à l'inverse. C'est-à-dire que si on ne construit pas avec, en fait, on apporte des mauvaises réponses. Vous disiez, à la place des porteurs de projets, on commence à avoir de plus en plus de porteurs d'idées, en fait. Oui, et on a fait un appel à idées. On a dit, dites-nous vos idées, nous, on va construire avec vous et on va vous aider. Donc ça, c'est peut-être une première réponse sur comment innover. Ça rejoint quelque chose que Firoz disait, qui était aussi ne pas attendre de recevoir des projets, mais aussi aller au-devant des gens ou des univers où il se passe des choses, où les gens sont en train de préparer des solutions nouvelles. Alors, 3 points rapides. Le premier, c'est... Rapide. Tu les as vus, Axel compte pour 2, sinon je me fais... Ah bon? Bon. J'ai une question un peu provocante pour Bernard. En fait, notre constat, c'est que les fondations d'entreprises qui effectivement exercent une vraie influence ont finalement des budgets, alors je ne vais pas citer, je ne connais pas les tiens, qui sont inférieurs à certaines grandes fondations familiales qui sont présentes d'ailleurs ici. Et ça, pour moi, ça me choque. Donc ça, c'est le premier point. Pourquoi? Ça prouve bien quelque part que pour l'instant, la fondation d'entreprise est quand même perçue un peu on the side. Le deuxième point, et là je ne suis pas d'accord avec Axel, oui, l'entreprise ne va pas répondre à tout, mais en même temps, il faut bien commencer quelque part, et l'audace pour nous, c'est justement de bâtir des liens entre fondations familiales que nous sommes avec des fondations d'entreprise telles EDF ou SNCF, pour ne pas les nommer. Et c'est là où effectivement se met en place un cercle qu'on espère un jour vertueux, parce que ces entreprises peuvent effectivement changer, et elles le feront en notant qu'elles considèrent que l'intérêt général, le bien commun, est associé à l'intérêt économique. Or, c'est ce que le monde est en train de devenir aujourd'hui. Un exemple concret. Oui. Par exemple, on voit à quel point aujourd'hui il y a un flux considérable d'investisseurs. Alors il y a un peu un effet d'annonce, on l'a vu avec BlackRock aux États-Unis ou autres, mais qui de plus en plus vont sur ces terrains de ESG, de Impact Finance. Et ce n'est pas juste une mode, que ce soit à New York, à Londres ou à Paris. On voit effectivement des flux très importants avec derrière ça, malheureusement, des institutions financières
qui finalement sont en retard. Elles ne sont pas capables de répondre à toutes ces demandes. Et enfin, pour répondre à ta question, Laurent, oui, alors nous, effectivement, on a une pratique un peu particulière. On ne fait pas vraiment d'appel à candidature. On n'encourage pas les gens même à déposer des demandes parce qu'en fait, on a une approche qui pourrait être critiquée, qui est assez très private equity. Donc on sait exactement où on va et on va chercher, entre guillemets, quelque part, entre guillemets, nos cibles. Parce qu'en fait, notre approche est très, on est très impliqué avec nos partenaires dans toute cette approche de co-création qui passe de l'idée à l'exit, à la sortie ensuite. Et ensuite, la sortie, ça peut être soit des grosses fondations d'entreprise ou, comme l'a cité le ministre, l'État. Mais ça, c'est une tendance assez forte, non, parmi vous. Enfin, est-ce qu'il y en a qui se retrouvent dans cette tendance d'aller plutôt de remplacer l'appel à projet par aller comme ça dans des secteurs, repérer des projets, les approcher, les accompagner? Oui, Marie-Stéphane. Alors, soit très fort, soit il y a un micro. Et peut-être, oui, en vous levant. Non, on a évolué, parce qu'effectivement, nous, on a été finalement un peu incubés à l'école de la Fondation de France. Merci, ce sera mieux. Oui, alors, juste pour revenir sur le thème d'innovation, moi je suis un peu comme Firo, j'aime pas trop ce terme-là et j'ai plutôt parlé d'évolution parce que les innovations, comme je discutais avec mes voisines, nous on est beaucoup dans l'agroécologie. L'agroécologie, pour ceux qui ne le voient pas, c'est la Fondation Schneider Electric. Oui. Et l'agroécologie, c'est la table ronde précédente, c'est revenir au savoir-faire ancestraux, la science du sol. Voilà, on revient à la science du sol qui a été tuée par effectivement l'agribusiness, etc. Voilà. Enfin bref, peu importe. Donc, ce que je veux dire par rapport aux appels à projets, on a effectivement fait cette évolution dans nos pratiques, c'est-à-dire qu'on a été, comme je dis souvent, une espèce de machine à appels à projets entre la France et l'Espagne, qui sont deux pays. On avait une quinzaine d'appels à projets, on avait deux grands axes, et on est revenu, on s'est mis en mode un peu fermé l'année dernière pour repenser notre stratégie, mais aussi repenser nos méthodes. Et c'est vrai que ça recoupe beaucoup le constat, le diagnostic qu'avait fait Axel. Et du coup, maintenant, on a donc deux axes de pays, on n'a plus qu'un seul appel à projet par axe et pays, donc 4 par an, c'est tout. Et ce sont des appels qui sont des appels presque prospectifs. Dans l'alimentation durable, cette année, on a lancé un appel qui s'appelle Nourrir l'avenir, où on demande que les idées de demain. Voilà. C'est-à-dire, on va aller chercher ce qui seront les grands sujets pour nous de demain qu'on ne connaît pas encore. Et en revanche, on travaille peut-être un peu plus cette fois-ci dans nos amis de Fondation Rothschild qu'on connaît bien et qu'on aime beaucoup. Et on travaille plus vraiment en co-construction et on fait alors c'est forcément d'innovation, mais des expérimentations. Donc on a un programme qu'on expérimente, qu'on a co-construit totalement avec l'Académie de Versailles, excusez-moi, de Versailles, sur, en gros, vous avez tous peut-être entendu l'appel de Blanquer et Nyssen sur le 100% éducation artistique et culturelle. On a dit OK, mais on fait comment ? Est-ce qu'on montre un film à 100% des élèves d'un lycée et ça y est, c'est fait ? Donc nous, on est sur une expérimentation dans des établissements, primaires jusqu'au lycée, 5 établissements, dans la durée, entre 3 et 5 ans. On évalue depuis le début, on met les moyens, mais pas trop, parce qu'il faut que ce soit reproductible. Et c'est en co-construction avec les acteurs du territoire. Il y a un cahier des charges. Et on expérimente, puis on verra si dans 3 ans, 4 ans, on a des choses à dire qui peuvent être généralisées. Donc on est plus dans ce type d'expérimentation. Pareil sur l'alimentation, on est au niveau des territoires, on expérimente. Et également dans nos méthodes... Pardon. Oui. Non, mais une dernière. Mais... Ah oui, prise de risque. on risque. Et puis également, on allie l'impact investing. On est assez allant là-dessus. Donc on mélange tout, on hybride les outils. Et puis on essaie des choses. Alors est-ce que c'est innovant ? Pas, j'en sais rien. Mais on essaie de changer nos méthodes. On a également mis en place ce qu'on appelle des social labs. C'est-à-dire on a une problématique qu'on a identifiée, qu'on ne sait pas bien saisir. Là, c'est en Espagne. On met les parties prenantes autour de la table, mais des parties prenantes qui ont une capacité de décision. Parce que souvent, on met des gens autour d'une table et puis il ne se passe rien derrière. Et ensemble, elles vont travailler pour identifier, vraiment poser la question sociétale et le besoin non couvert. Et ensemble, elles vont prototyper des solutions. Et ensemble, elles vont expérimenter avec l'argent qu'il faut et les moyens qu'il faut. Voilà. Donc, on essaie d'innover, si on peut, sur les méthodes. Oui, si je reformule, l'innovation en matière de fondation, de philanthropie ou de mécénat, c'est finalement non pas obligatoirement innover soi-même sur le sujet, sur le projet, mais être capable de susciter de l'innovation, d'accompagner ou de provoquer des nouvelles façons de faire interagir les acteurs.
Oui, je crois que c'est un peu comme les profs. On dit un prof, il doit jeter ses cours tous les ans. Et c'est un peu ça dans les fois. C'est peut-être pas tous les ans, mais il faut qu'on remette en cause nos pratiques parce qu'elles sont. Alors, je ne sais pas si c'est l'entreprise qui va nous bousculer, mais la vie nous bouscule, la digitalisation nous bouscule, tout nous bouscule. Donc, les schémas classiques de la philanthropie, ils doivent être sans arrêt challengés. Au-delà de l'innovation suscitée dans nos thématiques, moi, je pourrais citer 15 000 projets que je trouve innovants et qu'on soutient, mais je pense qu'il faut aussi l'apporter dans nos propres pratiques et s'inspirer des autres. Moi, je dis toujours, moi, je suis une pilleuse en chef, j'ai pillé les idées des autres, ça me va très bien. Donc pillez les nôtres s'il y en a qui vous inspirent, mais n'hésitez pas. Alors, je sais qu'il y avait quelqu'un qui voulait, Catherine, qui voulait s'exprimer peut-être aussi sur... alors il y a des critiques, il y a eu des critiques sur l'innovation, mais je pense qu'on pense beaucoup aux innovations de la modernité, aux innovations de la technologie et les effets pervers. C'est pas tout à fait pareil de inventer des nouvelles solutions. D'ailleurs, à Fonda, il y a plutôt un mouvement autour de recenser les solutions et comment ça fonctionne, les mettre à disposition de tous, comme vous faites, pour essayer de répondre à des nouveaux besoins ou de façon plus efficace. Mais... quand même, l'innovation sociale, c'est assez différent. Et dans la mesure où il y a cette injonction qui nous est à tous adressée, il faut innover, comme dans certaines entreprises, il faut être heureux. Vous voyez, vous n'avez pas le droit d'être malheureux, voilà. Et donc la question, c'est, alors on innove tout le temps, et qu'est-ce qu'on fait des actions qui marchent, qui sont utiles, mais qui ne sont pas glamour. Voilà, alors Catherine. Oui, c'est vrai que moi j'ai parfois une position un petit peu, on va dire, poil à gratter sur la notion de l'innovation. L'innovation, ça peut être la meilleure des choses, mais ça peut aussi être la pire. C'est-à-dire que la question, c'est de savoir l'innovation, c'est d'ailleurs la question. Hein. Pourquoi oui, mais on l'a oublié, nous. Oui, c'est pour ça que j'aime bien revenir un petit peu au thème qui est annoncé dans la table ronde. L'innovation, c'est très bien si ça vise à traiter un problème de fond qui est un problème, on va dire, d'intérêt général, quel qu'il soit. L'innovation pour l'innovation, en revanche, me fait très très peur. Alors c'est vrai que c'est un peu du vécu, parce que quand on travaille à l'ADI, finalement, ça fait 30 ans, et je dois l'avouer que ça fait 30 ans que l'ADI fait la même chose, en fait. Elle accompagne des gens qui viennent généralement en situation de chômage ou de précarité, qui veulent créer une entreprise, et qui ont besoin finalement de la même chose, c'est de l'argent, du conseil. Et ça, c'est pas, je reconnais que c'est pas innovant, c'est pas sexy, c'est pas. Et en face de nous, oui, on peut de temps en temps être amené à rencontrer des gens qui disent mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qu'il y a de neuf. Or, ma position consiste à dire que si on veut faire du social et de l'insertion, ce qui compte, c'est de faire des choses qui marchent, et pas forcément d'avoir une méthodologie volontairement un peu excessive de la terre brûlée, où on va tester on va inventer n'importe quoi pour que ce soit nouveau et qu'on puisse le financer et le tester. Ça marche pas, c'est pas grave, puisque de toute façon ça a été financé. Si ça marche, c'est bien dommage, parce que la fois d'après c'est plus innovant, donc on est obligé de passer à autre chose. Oui, mais enfin, il y a Maria Novak, elle a quand même inventé deux trucs, c'est-à-dire que... Alors, c'est pour ça... Voilà, elle a inventé le fait d'être capable de le faire sur cette échelle et d'entraîner les banques, l'État, etc., les collectivités. Et puis, elle a inventé aussi le fait de faire cette chose qui marche, qui a fait ses preuves, partout où ça marche, avec des populations très différentes, des territoires très différents. Évidemment, à partir du moment où on a dit ça, c'est extrêmement réducteur, parce que chaque fois qu'on avance d'un pas, on se rend compte qu'on innove en permanence. Mais ce ne sont pas des innovations qu'on va afficher comme étant forcément des grandes innovations. C'est évident qu'entre ce que faisait l'ADI au démarrage et ce que fait l'ADI aujourd'hui, il y a eu des milliers, je ne pense pas exagérer, des milliers d'innovations. Mais ces innovations, elles sont pas à pas, et c'est une innovation qui part du terrain, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ça part du besoin des personnes qu'on cherche à accompagner pour les aider à évoluer mieux, avec plus de sécurité. Donc l'innovation, oui, formidable, mais pas donc, pour l'innovation. L'innovation pour l'intérêt général, c'est quelque chose quelquefois qui est assez subtil, qui est assez discret, qu'il faut savoir. Alors, je repasse la parole quand même à Seth, parce qu'il y avait Bernard qui voulait...
Non, mais, enfin, moi, ma définition de l'innovation, c'est très simple, c'est une nouvelle manière de faire des choses qui apporte de la valeur, donc au sens positif. Quand ça apporte de la valeur négative, on peut dire c'est une invention, c'est un truc, mais c'est pas une innovation au sens tel qu'on le souhaite, effectivement, qui apporte de la valeur. Moi, je pense que la réalité, c'est qu'effectivement, dans ce monde d'écosystèmes, de multi-acteurs, et évidemment, il faut travailler multi-acteurs, il n'y a pas que les entreprises, je pousse un peu le bouchon pour... Je pense que on est forcé, tous les acteurs, et notamment avec nos casquettes fondation, de reconnaître qu'il y a d'autres acteurs autour qui vont bouger assez vite et qui bougent à un moment ou à un autre. Et il faut pouvoir effectivement le prendre en compte, parce que sinon, simplement, on est sur le côté. Enfin, je reprends une app, je parle de technologie. Je pense que certains d'entre vous connaissent Yuka. Yuka, c'est une petite app qui permet de comparer les produits, etc. C'est 3 personnes qui ont fait ça. Ils espéraient, au bout d'un an, avoir peut-être quelques dizaines de milliers d'utilisateurs. Aujourd'hui, c'est 10 millions de personnes en France qui utilisent Yuka. 10 millions. Toutes les boîtes ont été surprises par ce truc-là, se disent on est obligé d'y aller, etc. Et parce que d'expliquer le contenu de nos produits, c'était absolument pas prévu. Ils sont 9 aujourd'hui et ils sont ravis parce qu'ils disent nous, on a besoin que de 200 000 euros. On veut surtout pas faire des levées de fonds, des machins, devenir une licorne de je sais pas quoi, de start-up de machin. On veut rester comme ça avec nos 200 000 euros petits et effectivement transformer le monde sur l'alimentaire, etc. Et donc ça arrive et ça bouscule le jeu d'autres acteurs. Donc, voilà. Les fabricants de crème solaire sont en train de changer leur formule à cause de Yuka. Alors. Non mais c'est effectivement, je rejoins le propos sur l'innovation. Évidemment, on n'a rien contre le fait d'avancer, d'inventer, d'améliorer le sort de l'humanité, mais juste d'abord quand on dit innovation, très souvent on pense technologie. L'innovation, c'est évidemment pas que de la technologie ou de la nouvelle technologie. Puis après, il faut se poser la question, effectivement, vous parliez de l'action de l'ADI. C'est quoi cet appétit, cette frénésie pour l'innovation, quoi? C'est presque comme de la surconsommation. C'est-à-dire on a l'impression d'être en train d'innover en permanence. Il faut un truc nouveau en permanence. Mais peut-être qu'on pourrait... le truc d'avant. Voilà. Mais peut-être qu'on pourrait se contenter... se concentrer sur ce qui existe déjà et de le faire fonctionner bien. Et voilà, alors je vois que monsieur veut intervenir. Alors, mais c'est bon. Moi, je suis pas contre l'innovation, mais c'est juste, est-ce que cette innovation apporte vraiment un progrès humain, un progrès à l'action qu'on mène, ou bien est-ce que c'est un gadget de plus qui finalement remplace des gadgets précédents sans qu'on ait une réflexion profonde, quoi. C'est juste ça. Et ça nous amène à cette idée aussi que le secteur de la philanthropie est peut-être un des derniers, entre un État très contraint, des entreprises elles-mêmes très contraintes, qui a la liberté de choisir à quelle vitesse, dans quelle intensité innover ou réhabiliter des anciennes pratiques, des anciennes façons de faire qui... dans l'époque contemporaine, etc. Donc ça, il n'y a pas... pour ramener à notre sujet d'aujourd'hui, qui sont les fondations, je vous rappelle. Je vous coupe. Voilà. Alors, je voudrais répondre à Audrey Pulvar et puis également à la représentante de l'AID. Alors, encore une fois, ce terme, innovation, c'est super dangereux, parce que quelque part... Et nous, on le constate, certains d'entre vous le savent, on a également développé un réseau en fait, de fondations qui dépasse notre univers occidental. Donc on a maintenant une centaine de familles qui viennent du Nigeria, d'Afrique du Sud, du Maroc, d'Inde, du Pakistan, de Hong Kong, voilà. Et quelque part, ça donne une certaine humilité aussi sur effectivement ce regard de ces fondations qui, pour la plupart, sont plus riches que nous, parce que la richesse maintenant se déplace vers le sud ou vers l'est, et qui évidemment reviennent moi m'enseigne en fait ces valeurs fondamentales de ce que c'est de donner. Alors néanmoins, et donc quelque part, nous on a décidé, par exemple, dans ce réseau qu'on sélectionne, de ne pas utiliser des termes comme venture, philanthropy, disruption, que, par ailleurs, dont on fait partie. Mais encore une fois, la personne qui s'occupe de ce programme me disait, si on utilise uniquement que ça, on laisse tomber 95% du don mondial, en fait. Donc ça, c'est une vraie leçon d'humilité. Cela dit, je ne suis pas non plus tout à fait dans l'idéalisation des Indiens. C'est fantastique. On peut certainement apprendre de leurs valeurs, comme des fondations indiennes, par exemple, qui, bien sûr, communiquent tout ce qui est bouddhisme, etc. J'entends bien. Beaucoup d'ethnies et de civilisations se sont autodétruites, d'ailleurs. Mais je pense qu'il faut garder cette aspiration. Et encore une fois, il y a aussi cette notion du cœur. C'est vrai qu'à force
de rentrer dans tout ce système d'innovation, on oublie quelque part, voilà, et même avec mon équipe, constamment on se pose la question, est-ce que finalement, où est l'émotion dans tout ça, ce qui est quand même la première impulsion, me semble-t-il. Cela dit, par rapport à l'ADI, si je peux me permettre, quand on parle d'innovation, ce n'est pas vraiment réinventer de nouvelles solutions, c'est plus en termes de pratique. Et je vous dis ça parce qu'en fait, les données sont rares, et on le voit bien au niveau de l'État. Et en fait, les pratiques peuvent être novatrices. Et comme on dit souvent à nos partenaires, vous avez tous une valeur. Et je vais quand même le dire de manière assez audacieuse, parfois une valeur économique. Y compris d'ailleurs dans l'univers de tout ce qui est prison et autres. On l'a vu notamment avec le Social Impact Bond en Angleterre, par exemple. Donc voilà, il faut aussi que vous preniez conscience que votre modèle d'il y a 30 ans, qui était super novateur, le reste, mais qu'à un moment, vous devez changer peut-être votre mode de pensée en disant je ne pourrai plus éternellement dépendre de données publiques ou privées. Donc comment, quelque part, je m'autonomise. Et c'est ça qu'on essaie, quelque part, de créer, en fait, en termes de mindset. Alors, ce n'est pas toujours possible. Il y a des sujets qui ne seront jamais économiquement autonomes. Mais au moins, voilà, il y a ce mode de pensée pour que des gens comme vous arrêtez à un moment d'être en situation totale de dépendance. Moi, il ne faut pas qu'on parte sur un faux débat pour ou contre l'innovation. En fait, je crois qu'il faut qu'on revienne à l'essentiel, c'est-à-dire les fondations, à quoi ça sert ? Les fondations, c'est l'idée d'une générosité privée au service de l'intérêt général. Ce qui motive les fondations, c'est face à un enjeu de société, d'arriver à trouver des solutions pour résoudre cette difficulté, ce handicap, ou que sais-je. Donc l'innovation, elle ne peut être lue qu'à travers ce prisme-là. Et donc on n'est pas du tout dans un débat sur est-ce qu'il faut innover, pas innover, mais par construction, s'il y a des gens aujourd'hui éloignés de l'emploi, s'il y a des gens qui n'arrivent pas à s'insérer, s'il y a des vrais enjeux dans la lutte contre le changement climatique et ainsi de suite, c'est parce que les États au sens large n'ont pas apporté ou n'ont pas su ou n'ont pas pu apporter les réponses à l'heure qu'il est. Et donc l'idée des philanthropes, c'est de dire, moi, à titre privé, je souhaite contribuer à l'intérêt général. Donc il faut que je construise. Le cœur, c'est prendre en charge aujourd'hui, pour moi, l'élan du cœur des fondateurs et la générosité, c'est j'apporte de l'assistance aujourd'hui. Et en revanche, le devoir aussi des philanthropes, c'est de construire les solutions pour demain, pour apporter des solutions, donc forcément innover, expérimenter, inventer. Là, on lui donne le nom qu'on veut, mais pour qu'à terme, la puissance publique puisse s'en emparer et que le problème soit résolu. C'est bien ça l'objectif ultime. Mais ça, c'est nouveau. C'est récent. Parce qu'avant, c'était les associations qui faisaient ça. C'est pas récent à la Fondation de France. Non, mais ce que je veux dire, c'est que généralement, il y a quelques décennies, le philanthrope, il aidait, il faisait un chèque. Je me rappelle d'une grande famille où la personne disait mon beau-père faisait les chèques sans trop se préoccuper. Finalement, ce qui comptait, c'était de rendre ce qu'on avait reçu, etc. C'est quand même un rôle assez nouveau du philanthrope, parce que j'ai l'impression d'entendre le discours d'association. Or là, ça rejoint ce que vous dites sur le fait que vous co-construisez, vous participez, vous suscitez, mais c'est quand même nouveau, ce rôle d'accompagner l'innovation sociale ou environnementale ou culturelle. Pour moi, non. Alors, je vois Francis qui dit non. Pour moi, non. Mais il y a Armand qui veut parler. Comme ça, il y a quelqu'un d'autre qui va parler. Voilà, il y a plein de gens qui se lèvent. Oui, allez. On va finir en AG. Beaucoup ce qu'a dit Axel et l'idée de faire des appels à idées plus que des appels à projets. La deuxième chose, c'est que sûrement le secteur associatif et les fondations a été en avance sur le secteur des entreprises dans le domaine du soutien au bien commun. Même si créer de l'emploi, créer de la valeur, participe au bien commun. Il faut dépasser le débat. Je trouve que la plus grande innovation que peuvent apporter, alors vous avez compris que dans la salle, vous avez des associations ou des fondations qui sont opératrices, qui dans leur action, comme l'a dit ou dans plein d'autres, sont elles-mêmes dans leur cœur de métier dans l'innovation. Et puis vous avez des fondations qui sont purement de financement et d'autres qui sont entre les deux. Alors l'innovation, c'est comme l'évaluation, c'est à la fois une photographie, un brevet, un document, en même temps c'est un état d'esprit et c'est un processus. Et je crois que le plus important dans les fondations,
c'est de diffuser cet état d'esprit, cette volonté de ce processus permanent. Ce n'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on doit s'endormir, qu'on doit être content, qu'on doit être plan-plan. Mais en même temps, comme l'a dit Catherine, on n'est pas obligé de se faire mal et soutenir des projets qui marchent, qui fonctionnent parce que l'État se retire de tout, des hôpitaux qui n'ont plus d'argent pour rénover, pour financer les médecins, pour payer les charges sociales des infirmières, voire les médicaments. Quelquefois, on n'est pas innovant. C'est pas pour ça qu'on est con si on donne de l'argent. Donc voilà, ça c'est la première chose que je dois dire. La deuxième chose, c'est que la partie... Pardon ? La dernière chose que je dois dire, c'est que je pense que notre rôle à nous, il est dans la prise de risque. C'est-à-dire qu'en tant que fondation, quelquefois, il y a des idées ou des porteurs de projets qui ont vu des choses qui, peut-être que vous, en tant qu'agence de publicité, parce qu'on confond la créativité avec l'innovation, vous n'avez pas vu. Pas du tout, mais, justement, c'est très différent. D'ailleurs, on mélange souvent avec disruption qui voilà, n'a rien donc, à voir. Simplement, il y a des porteurs de projets qui ont des intuitions, mais l'État, les entreprises ou des financeurs, même de l'impact investing, ils n'y voient pas un intérêt ou la prise de risque. Et c'est la force de fondations de financement ou d'un certain nombre de personnes, voire des entreprises, de pouvoir prendre des risques sans aucun effet de retour. Et vous avez dans la salle des gens qui sont très innovants par ce qu'ils font. Vous avez le centre de recherche interdisciplinaire dont la mission est d'être en totale disruption sur la recherche biologique, la façon de former les chercheurs, la façon de faire de la recherche, y compris dans les sciences de l'apprendre. Vous avez d'autres gens qui, dans la recherche scientifique, autour de l'autisme, autour des ondes, sont incroyablement innovants et il n'y aurait pas des fondations, ils ne seraient pas soutenus, y compris par la Fondation pour la recherche médicale. Et je termine juste, c'est que souvent, ce qui n'est pas très glorieux, c'est que les associations et les fondations, elles sont perpétuellement obligées d'être innovantes dans leur ingénierie financière. C'est-à-dire que dans les partenariats publics-privés, et je citerai par exemple la Ferme du Rail, qui est un objet dans Paris, qui mélange de la permaculture, de la réinsertion. Il y a quasiment 7 structures. Voilà. Et des gens qui ne comprennent pas diraient c'est le bordel. En fait, c'est incroyablement fort. Voilà. Donc souvent, l'innovation, elle n'est pas forcément dans le process, elle n'est pas dans le résultat, elle n'est pas dans la pédagogie. Elle est dans la façon de le faire et dans la prise de risque. Alors, Isabelle voulait s'exprimer, mais s'il y a un rapport. Et comme on vient d'évoquer ce sujet, je pense que Gaël de la Fondation Omega pourra nous parler justement de cet aspect-là qu'on oublie un peu, qui est l'innovation en termes de montage financier, pourrait nous amener vers notre apéritif dans quelques minutes, parce qu'on ne va pas trop déborder. Je vais être très rapide, d'autant plus que ma réaction, elle date de quelques interventions précédentes, donc depuis beaucoup de choses ont été dites, et très très bien dites, donc je vais rester très modeste. Je crois qu'il faut bien distinguer ce qui était écrit d'ailleurs dans le programme, l'innovation dans le domaine des solutions, et là moi je rejoins beaucoup de choses qui ont été dites. Je pense que l'innovation dans le domaine des solutions, c'est peut-être un faux prisme. Par contre, je rejoins ce qu'a dit Bernard Lemasson au début et d'autres par la suite. L'innovation, elle est beaucoup plus dans la méthodologie, dans les moyens, dans la façon de travailler. Et c'est là qu'on peut effectivement attendre beaucoup de la part de tout ce que vous représentez ici. Marie-Stéphane l'a très bien dit aussi. L'innovation dans la façon de travailler. Et notamment dans ces dispositifs assez contraignants, hein, comme des appels à projets. Récemment, Jérôme Sadier, je crois, la Fondation du Crédit Coopératif en parlait encore, en disant attention, ces appels à projets ont profondément transformé les associations dans leur façon de travailler, dans leur organisation, parce que c'est une façon de travailler différente. Je ne parle même pas du contenu des projets, mais dans la méthodologie. Donc là, il y a un travail à faire et qui, je pense, est en train d'évoluer. C'est là-dessus qu'on peut attendre des innovations. Et puis, dernier point, très très rapidement, évidemment, là, moi je serais très très réservé sur l'innovation au sens numérique, plateforme. On voit bien que certains sont innovants, bien sûr, parce que les outils n'existaient pas, mais la plateforme... Ou une appli à chaque fois. Voilà, et puis une plateforme, si derrière, il n'y a pas des gens qui travaillent et qui sont au contact et sur le terrain, les plateformes de rien du tout. Donc voilà, ça c'est... Alors, je reviens pas réagir, et ensuite, Gaël, pour peut-être évoquer cette question des montages, aussi être inventif. Alors, 2 points rapidement. Donc, d'abord, sur la question des plateformes numériques. Si je me permets, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Moi non plus, je vais réagir.
on accompagne en fait des cohortes d'entrepreneurs, que ce soit effectivement en France, en Suisse, en Espagne, en Israël, voilà, en Côte d'Ivoire. Et en fait, les applis que ces jeunes, parce qu'ils sont plus jeunes que moi, qui donnent ensuite lieu à des plateformes, peuvent d'une part démontrer un vrai impact. Et aujourd'hui, en fait, l'innovation, en tout cas parmi cette génération-là, on parle des gens qui ont 25-30 ans, c'est absolument génial, en fait, parce que quelque part, on doit effectivement accompagner ce temps, ne serait-ce qu'en termes de dissémination, de fait qu'effectivement, cette nouvelle génération, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Et c'est une vraie prise de risque. On a bien vu dans le côté purement for profit que des petites boîtes ont été vendues à des millions de dollars aux États-Unis. Ce qu'on a constaté aussi, Laurent, c'est qu'en fait, les associations qui essayent d'avoir une approche plus autofinancement, finalement ont plus de mal que l'approche d'entrepreneurs chevronnés qui ensuite inclut la dimension d'impact. C'est intéressant qu'on peut comparer les deux populations, et ce basculement en fait, d'assos vers une dimension plus hybride est plus problématique. Le deuxième point, je voudrais revenir à ce qu'a dit le président de la Fondation Avril. S'il y a effectivement un domaine, et ça on a effectivement notre représentant de notre hôpital à Paris, où il y a une vraie innovation, c'est certainement dans l'univers de la recherche, et en particulier dans le domaine médical. Alors nous, effectivement, Fondation ophtalmologique, on est œil, cerveau et oreille. On connaît très bien José Sahel, qui est le chef d'un de nos services. Et alors là, je peux donner des exemples concrets de cohortes d'enfants qui ont réussi à réapprendre à voir, tout le travail autour de la rétine artificielle. Et là, la problématique qu'on a, nous, en tant que fondation, c'est que souvent la recherche, c'est quelque chose de long, dont on ne peut pas effectivement mesurer l'impact. Et d'ailleurs, dès qu'on commence à commanditer la recherche, c'est fou, la plupart de la recherche est faite par accident, en fait. Et donc là, la vraie question que je vous pose, parce que moi je n'ai pas la réponse, c'est comment fait-on pour appréhender, parce que là on n'est plus du tout dans la valeur ajoutée, non, on laisse les chercheurs faire leur boulot, et nous on devient quelque part financeurs classiques. Là on est dans l'invention. Alors, oui, mais ça, mais la recherche aboutit éventuellement à... Et donc là, et tout ce domaine-là, ce domaine de la recherche quand même, qui draine quand même des fonds importants en France. Comment fait-on pour, de ce cas, ne plus du tout appliquer en fait les bonnes pratiques dont on parle? Parce que là, on est passif. Voilà, mais attention, parce que justement, là, on parle moins de l'innovation que de l'invention, qui peut être effectivement de la recherche fondamentale. Effectivement, des thérapies d'aujourd'hui ont été découvertes, c'est un prof du Collège de France qui m'a raconté ça, des thérapies d'Alzheimer ont été sur le fruit de découvertes sur le coquelicot et la couleur du coquelicot d'il y a 50 ans, et pendant 50 ans, on ne savait pas quoi en faire. Donc voilà, mais je crois qu'on est quand même plus là sur la solution. Alors, il y avait d'autres... Alors, Gaël, sur peut-être l'innovation en matière d'outils aussi, en matière d'outils financiers, ça a été évoqué. Oui, donc Gaël de Alpha Omega, donc effectivement qui est une fondation pour le coup dans le champ de la venture philanthropie, donc, mais plus sérieusement qui a vraiment vocation à accompagner les structures associatives dans leur développement et qui a été fondée par quelqu'un qui est justement dans le domaine du capital investissement et du private equity. Et donc du coup, effectivement, qui a réutilisé là d'où il vient pour justement avoir des mécanismes d'ingénierie financière un peu innovants, pour justement aussi, au-delà des fonds que lui pouvait mettre, avoir justement encore plus de moyens financiers, et pour pouvoir essayer de justement avoir aussi un peu ce collectif rassemblé là pour les fonds et l'argent, pour encore donner plus de moyens aux associations. Et donc concrètement, c'est un fonds d'investissement qui a été créé pour investir vraiment là dans des entreprises assez classiques, mais vraiment en revanche avec cette idée que la performance financière qui serait retirée de ce fonds d'investissement serait reversée majoritairement auprès de la Fondation Alpha Omega, et donc surtout derrière des associations. Donc on est sur finalement un produit de partage, c'est de la finance solidaire ou du produit de partage assez classique, mais finalement assez rare encore dans le secteur, avec du coup vraiment quelque chose qui nous permet de doubler quasiment les moyens financiers pour la Fondation.
Alors, j'ai lu que la Fondation de France avait lancé un fonds d'innovation aussi. C'est un petit peu le même esprit ou c'est... Oui, c'est tout à fait le même esprit. On vient de lancer un fonds à impact. Alors, c'est un sujet qui est intéressant pour le secteur des fondations, puisque c'est quand même un contre-pied complet de ce qui a fait l'histoire des fondations, où on devait apporter des biens mobiliers ou immobiliers, et avec les revenus, il faut quand même se souvenir de ce qu'est une fondation, et avec les revenus de ces biens, arriver à générer des projets et à soutenir et les accompagner. Et là, on dit finalement, ce capital, il doit aussi servir à investir dans des structures qui auront de l'impact. Donc c'est quand même un renversement assez fort. Et pourquoi on l'a fait à la Fondation de France? Parce qu'aujourd'hui, il y a une partie des porteurs de projets qui ne se créent plus sous forme associative, mais bien sous forme entrepreneuriale. Et on était gênés parfois avec des initiatives qu'on trouvait très chouettes, mais qu'on ne pouvait pas aider parce qu'ils n'étaient tout simplement pas éligibles au mécénat. Donc, en revanche, ce qu'on dit très clairement aussi, et j'y tiens, c'est que jamais ce modèle de soutien ne doit venir annuler ou remplacer le modèle classique de la subvention et de l'accompagnement. Et il faut faire très attention à ça. Pourquoi? Parce que tous les projets n'ont pas de rentabilité économique. Et malgré tout, qu'on le veuille ou non, si on fait vraiment de l'impact social ou environnemental, à l'exception près de certaines innovations technologiques, on aura toujours des rendements beaucoup plus faibles. C'est pas vrai qu'on peut faire du rendement égal ou supérieur quand on s'attaque à des sujets très sociaux, à des cas très compliqués. Pourquoi? Parce qu'il faut plus de temps, il faut plus d'accompagnement et ainsi de suite. Donc ça, j'y tiens, c'est-à-dire que à nouveau, ne basculons pas. Il n'y a pas une recette miracle. Moi, j'aime pas beaucoup ce terme de venture philanthropie au demeurant, mais que je trouve dans une vision, pour ma part, beaucoup trop anglo-saxonne. Et du coup, qui du coup nous emmène vers la recherche d'impact rapide à 6 mois, à 1 an, à 2 ans, alors qu'on adresse des sujets qui sont, sans même aller chercher la recherche, qui est par nature sur plusieurs dizaines d'années, beaucoup plus long. Voilà. Le deuxième point, c'est que ce qui est très intéressant aussi dans l'impact, c'est que du coup, on est en train de construire et de travailler, et Marie-Stéphane l'a fait aussi avec son fonds Impact, sur la méthodologie d'évaluation de l'impact. Quels critères utilise-t-on et que prend-on? Et là aussi, il ne faut pas tomber dans les travers de « je fais de l'innovation, je vais essaimer, je vais dupliquer à l'infini et ça va être merveilleux ». Avec cet enjeu, toujours, on est en train de discuter sur est-ce qu'il faut que l'innovation ou le projet ait un impact systémique. Et je trouve que c'est une vraie question à laquelle nous, pour l'instant, à la Fondation de France, on n'a pas apporté de réponse. Je finis, c'est hyper important parce qu'on est un peu dans une mode, pour ma part, un peu trop anglo-saxonne, où il faut changer le système et ainsi de suite. Mais quand nous, on soutient un projet d'agroforesterie qui a un impact à une échelle locale, il n'est pas reproductible à l'identique à 500, à 600, à 1000 ou 2000 kilomètres. Mais pour autant, donc il n'a pas de côté systémique au sens strict du terme. En revanche, la multiplication de ces initiatives permet de changer le système. Donc, encore une fois, soit on est sur l'innovation qui peut être dupliquée, mais ou pas. Et donc, je pense qu'il faut être très modeste et précautionneux dans toutes ces approches et ces nouveaux outils. Alors, on va aller vite là maintenant parce qu'on a promis pour l'apéro, puis en plus c'est le début du séminaire, donc il y a encore demain et après-demain. Alors rapidement Bernard, réaction sur cette peut-être 2 points de réaction. Sur la technologie et les plateformes notamment, Accenture, on est une grosse pote de technologie, on en met partout, donc je vais réagir. Enfin, nous, ce qu'on voit maintenant, il n'y a pas de technologie sans humain derrière, à côté, derrière, avec, etc. Donc on écrit des livres qui s'appellent Human plus Machine, etc. Donc il faut que la technologie démultiplie, permette de, comme le disait Firoz, moi j'en suis convaincu, une technologie qui serait désincarnée et sans humain avec, ça ne marchera pas, ça ne marcherait pas. Donc les plateformes, elles doivent être avec des humains, sinon ça ne marche pas. Donc c'est plutôt ce qui me rassure, moi, sur l'avenir. Après, je rebondis du coup sur les trucs systémiques. Nous, on soutient, par exemple, une initiative que beaucoup d'entre vous connaissent, sans doute, qui s'appelle Territoire zéro chômeur de longue durée. Et
Et on s'est dit, mais pourquoi? Enfin, voilà, moi, ça m'intéressait, parce qu'il y avait quelque part une règle du jeu social, avec des enjeux de politique publique, de financement, d'interaction avec le local, sur le territoire, partant de la personne, etc., pour accompagner des chômeurs de longue durée, qui veut créer un modèle radicalement différent, effectivement, et structurel, et qui, pour le coup, est généralisable et réplicable, et on espère que ça va l'être. Parce que, attention, il fait chaud. Non, allez-y. Et donc, quand on soutient ce genre d'initiative qui me paraît intéressante, et d'ailleurs, quand je discute avec d'autres acteurs de l'intérêt général, certains me disent « mais non, c'est une erreur, ce genre d'initiative, il ne faut pas la soutenir ». Donc, il y a un vrai débat, peut-être que c'est ce que tu vas dire, j'en sais rien. On travaille effectivement sur du systémique où des entreprises, encore une fois, je reviens juste pour le plaisir de la discussion, ont une capacité d'action et de moyens humains, financiers, que, en tout cas, les petites associations, les petites fondations, et je ne mets pas les quelques très grosses fondations, notamment en France, familiales, mais elles se comptent sur les doigts d'une main, qui ont les mêmes moyens que des entreprises. Ces petites associations, fondations, si effectivement elles n'embarquent pas dans ce mouvement-là, je pense malheureusement qu'elles vont disparaître, moi. Parce que, effectivement, les entreprises qui sont en train de pivoter en disant on a besoin de s'engager sur l'intérêt général à l'échelle, elles vont vouloir se focaliser sur des objets qui sont soit systémiques, structurels, soit avec de la taille. Et donc, pour les petites associations fondations, il va falloir se réinventer pour rester connecté à ces moyens de financement et de soutien. Non, mais je réponds 2 secondes. C'est un super exemple, Territoire Zéro Chômeur. ATD Carmonde est venu voir la Fondation de France en 2011 pour justement présenter ce projet et demander si on pouvait les aider. Ce que la Fondation de France a fait à l'époque, je rends grâce à mon prédécesseur. C'était donc exactement l'idée de dire, tiens là, il y a une idée, il y a quelque chose qui est complètement différent, allons expérimenter. Et donc la Fondation de France est partie sur le sujet. En revanche, avec bien l'idée d'arriver, c'est typiquement la manière dont on mène nos programmes, nous, à la Fondation de France, c'est de dire, on fait l'expérimentation, on valide le modèle, et après, il faut que les pouvoirs publics reprennent. Ce qui a été fait par la loi de 2016. En revanche, sur le côté systémique, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'aujourd'hui, dans les 10 villes, chaque expérimentation est un modèle différent. Si les problématiques ne sont pas les mêmes, les difficultés sur le terrain ne sont pas les mêmes, ça montre bien qu'à chaque fois, on est obligé de se reconnecter au terrain, de s'adapter. Oui, mais donc la recette magique de on va tout développer, on va faire une super innovation et on va résoudre, ça ne marche pas comme ça. Je peux conclure juste le panel rapidement. Rose. Alors, je sors de ce débat, pardonnez-moi. 2 points. Le plus important, me semble-t-il, et là je vais vraiment exprimer une frustration. Je trouve chaque fois que ce genre de rassemblement, que ce soit le Centre français des fondations, l'ADMICAL ou d'autres organismes... Ah, ça y est. Non, pardonnez-moi. C'est toujours extrêmement riche. Je suis assez fier d'être français parce que je compare ça finalement à d'autres rassemblements à New York ou ailleurs. Dans la manière dont on pense, on est très cartésien, voilà, il y a une vraie réflexion. Par contre, on est vraiment nul, je vous le dis franchement, c'est qu'en fait, cette philanthropie à la française, qui non seulement, et là je ne suis pas d'accord avec vous, le lien entre philanthropie et État remonte au XIXe siècle. La famille que je représente, les Jacques Varandré, les Pereire, les Mérieux, en fait d'autres grandes familles, ont fait partie de ce mouvement qui, pendant très longtemps, était l'État dans l'État pour tout ce qui était logements sociaux, hôpitaux, culture, voilà. Donc ouais, en fait, il y a presque un retour peut-être sur le devant de la scène de cette philanthropie que j'appelle effectivement de mes voeux, mais par contre, là, j'appelle vraiment au président du CFF, au niveau délégué général, prenons une place plus importante au niveau international. J'ai l'impression, quand je vais dans ces rassemblements, que je suis l'un des seuls qui représente le drapeau français. Anglais, hein. Pardon ? Commencez par parler anglais. Ou alors que le CFF, l'année prochaine... Alors, la Fondation de France l'a fait cette année en host, l'IFC, bon là je suis dans l'impression. Donc, mais voilà, la Fondation a lancé ce courant, il faut impérativement, parce que je ne sais pas si vous avez conscience de toute la valeur ajoutée que représente la philanthropie française. Alors, on a un petit dilemme, parce qu'on me dit, d'un côté, on a dit qu'on déborderait pas trop, et puis il y a la terrasse qui nous appelle, je vois tout le monde qui s'évente, et de l'autre côté, il y a des questions intéressantes, des propos intéressants, donc on va lever la main, qui veut encore poursuivre 10 minutes ? Ah, il y en a qui se trahissent, là. D'accord. Bon, il y a quand même assez de monde pour continuer, donc on va prendre encore 2 ou 3 questions. Francis ?
Non, c'est pas une question, c'est juste un complément. Alors, un exemple. Acteur, pourquoi et comment innover? Je crois que tout le monde ne peut pas créer des fonds d'impact, tout le monde ne peut pas aller sur des grands projets comme les grandes fondations. Il y a beaucoup de petites fondations. Je pense que l'innovation, elle vient de votre capacité à ne pas faire pareil tout le temps. Et cette question de l'appel à projet est absolument cruciale aujourd'hui parce que vous normez tellement les réponses que vous distordez les associations. Et la mesure d'impact aussi. Ouais. Et je crois que si vous voulez non pas innover, mais avoir une capacité de trouver des projets pas du tout pareils, innover, c'est pas obligé d'être le mot, mais trouver des pépites ici et là, décidez vos conseils d'administration, puisque ça passe souvent par eux, que 10% de vos projets ne sont pas affectés aux appels à projets. Laissez venir des projets et traitez-les comme ça. Il y a une deuxième chose que vous pourriez faire qui est encore plus compliquée, c'est que essayez de faire comprendre à vos conseils que vous pourriez affecter 1, 2, 3, 5% de votre budget juste pour faire de la capacity building, pour apporter des moyens aux uns et aux autres de se développer, pour développer le secteur de la philanthropie. Vous voyez, c'est pas des grandes choses, parce que là, on a des grands projets, on parle de choses importantes, mais laissez-vous l'esprit ouvert, sinon vous allez mourir sous les appels à projets, d'abord vous et puis les associations, et surtout, vous allez être vraiment très coincé. Donc, laissez-vous une porte et vous allez... Axel vous l'a bien dit, quand on a monté ces trucs où on a dit aux gens... il y a un tas ici, c'est pas formé, mais on regarde dans la caisse s'il y a des trucs géniaux et on trouve des trucs géniaux parce que vous êtes là pour répondre aux besoins des gens. Je crois qu'il y avait une question au fond de la salle aussi. Encore ici, oui. Oui, je suis venue de loin, du coup, je suis venue chercher ma question. Donc Bérangère pour les petites pierres. Je vous ai écouté attentivement. Ça marche pas ? Les petites pierres, oui. Le fonds de dotation des petites pierres. Voilà, qui est porté par la fondation Sunfish, Schneider Electric et BTP+, aujourd'hui, AG2R La Mondiale aussi. Je vous ai écouté attentivement, et en fait, moi, ce qui m'interpelle, c'est que je trouve qu'on reste très conventionnel. On reste très conventionnel dans les réponses qu'on apporte, et surtout, on reste toujours dans cette logique de la philanthropie qui est très binaire. Il y a un porteur de projet et il y a un mécène. Et même, je dirais l'inverse, il y a un mécène, donc c'est très descendant, et il y a un porteur de projet. J'ai envie de poser la question, quand est-ce qu'on rééquilibre ça? Quand est-ce qu'on transforme véritablement cette relation, en fait? Et quand est-ce qu'on se donne les moyens de le faire? Alors, je suis surpris que vous ayez cette perception, parce que moi, c'est pas du tout la perception que j'ai de ce qui remonte. Au contraire, on a parlé de Alors, je crois, Axel... Oui, moi, je me suis très mal exprimée, parce qu'en fait, j'ai essayé d'expliquer que, justement, c'était pas tellement ce qu'on faisait. Quand on parle du programme prison, on a fait un séminaire il y a 1 an, où on a réuni dans la même pièce des assos, des fondations, les juges d'application des peines, les directeurs de l'administration pénitentiaire, des avocats, l'ensemble de l'écosystème qui finalement s'occupe des détenus pour essayer d'imaginer en 2 jours de nouvelles solutions. Donc moi, je n'ai pas le sentiment, et la Fondation de France, on a vraiment à cœur d'essayer justement d'accompagner les porteurs de projets pour construire avec eux. Voilà. Alors je ne dis pas qu'on réussit à 100% jamais, mais en tout cas, on n'est pas du tout dans cette posture-là. Alors, il y a une autre réaction. En attendant, oui, effectivement, il me semble que ce qu'on a dit là tout au long de cette heure et quelques, c'est qu'il y a une spécificité de ce qu'on peut appeler l'innovation, d'ailleurs, on n'est même pas d'accord sur le terme, mais trouver des solutions, etc. Une spécificité du philanthrope, enfin du mécénat, enfin des fondations, qui est cette capacité justement à ne pas obligatoirement innover pour innover, à percevoir, identifier, aider des porteurs de projets, pas obligatoirement de projets, mais aussi d'idées, enfin des nouvelles formes d'associativité à s'exprimer, de trouver des nouvelles manières d'accompagner, de transmettre des méthodes, de trouver des nouveaux modes de financement pour changer d'échelle. Justement, il me semble que c'est une posture extrêmement modeste et en appui du philanthrope, enfin pour le coup, parce qu'on est aux côtés de ceux qui... on aide à émerger ceux qui innovent, et je crois ce que vous disiez aussi, Axel, c'est le philanthrope apprend constamment de ceux avec qui il agit. C'est-à-dire que la plupart des méthodes et des idées surgissent de la part des gens qui... Alors, madame.
Oui, bonjour, Bernadette Paul Cornu, Famille Solidaire. Je voudrais juste témoigner sur le fait que moi j'appartiens à une communauté silencieuse qui est celle des aidants familiaux, qui représente en France 11 millions de personnes, dont une personne sur deux aidant familial est également dans le monde professionnel, elle est en activité. Je pense que si on devait faire un sondage aujourd'hui pour savoir qui aide un proche, une personne âgée, une personne handicapée, un voisin dans la famille, on aurait beaucoup de mains qui se lèveraient. Je voudrais juste dire deux choses. Il y a plein de choses qui m'interpellent. Nous, on fait des habitats partagés pour des personnes qui sont handicapées et des personnes âgées. C'est de l'habitat inclusif. Elles sont chez elles, elles ne sont pas dans une structure. Donc on apporte cette réponse à des personnes et on bouge les lignes et on change, comme vous disiez tout à l'heure, les pratiques. Les idées, elles viennent aussi des aidants eux-mêmes qui disent nous, on aimerait bien trouver des solutions et on n'attend pas des politiques publiques, l'émergence de nouveaux dispositifs. On essaye de construire ces habitats-là nous-mêmes pour faire en sorte que nos proches puissent vivre avec et comme tout le monde dans un milieu inclusif. Ok. Moi, ça m'éveille beaucoup de choses parce que quand vous parlez de donner la chance à ceux qui font aujourd'hui du sur-mesure sur le territoire, nous, on intervient partout en France. Et quand on va voir des financeurs et qu'on leur dit qu'à chaque fois, on fait du sur-mesure parce que notre travail, c'est pas que de construire pour louer, mais c'est aussi de faire de l'ingénierie sociale avec les services à la personne, avec des familles, avec des aidants, et qu'à chaque fois, on reconstruit tout un écosystème très spécifique sur chaque territoire, la plupart des réponses qu'on nous donne, c'est « Ah oui, mais il faut modéliser ». Parce que c'est rassurant. Alors que le tricotage, le sur-mesure, de l'horlogerie fine et de la petite dentelle comme on en fait pour les aidants, pour un impact social du territoire fort, ça c'est anxiogène. Alors je suis ravie de vous entendre dire qu'aujourd'hui vous êtes prêts à financer aussi des projets pour lesquels on fait vraiment de l'horlogerie fine et qu'on répond vraiment aux personnes. Merci. Merci. Et puis c'est bien parce qu'on revient sur le terrain en conclusion. On va conclure. Je crois que on a ouvert la journée, la journée de demain. Donc vous êtes tous venus pour vous inspirer, trouver des idées, et on n'a pas fait le tour de la question. Il me semble qu'on a quand même esquissé des caractéristiques de l'innovation de la part des fondations. Il y a des questions qui sont renvoyées au président sur comment on mobilise, autour pour essayer de passer à la vitesse supérieure ou susciter des nouveaux géants, des nouvelles licornes de la Fondation française. On en a besoin. Mais à l'inverse, j'ai pas pu poser la question moi, que j'avais envie de poser, c'est et les petites fondations, parce que là on entend des grands qui ont le moyen de déclencher des choses sur le terrain ou à l'international, etc. Mais les petits, quand on leur parle d'innovation, eux, ils ont un modèle qui se perpétue. Comment aussi favoriser, créer ce terreau? Et puis il y avait une question, moi, quand on parle d'innovation, ça me fait penser à qu'est-ce qu'on fait des échecs? Et c'est marrant, on n'aime pas parler de ça en France, en général. Or, forcément, expérimenter, aider à apparaître des nouvelles choses, etc. Ça veut dire qu'on découvre aussi... alors, je crois que ça a été évoqué, l'expérimentation, justement, il y a peut-être un peu cette idée derrière, c'est que quand on fait de l'innovation, entre guillemets, ou quand on aide à une solution nouvelle, eh ben, quelquefois, ça ne marche pas. Et quelquefois, c'est très utile. Il n'y a pratiquement que la Fondation, que notre secteur qui peut se permettre de faire ça aujourd'hui. Parce que d'un échec, on va apprendre que c'est pas comme ça qu'il fallait faire, mais comme ça. Et la fois d'après, on va faire plus. Et peut-être qu'il faut aussi, dans notre secteur, plus partager, pas simplement les succès, mais aussi les échecs, réfléchir sur nos méthodes. Et donc, on peut peut-être finir là-dessus. C'est-à-dire, si on veut développer notre secteur demain, convaincre nos ministres, il faut peut-être qu'on apprenne à valoriser un petit peu mieux cette culture des nouvelles solutions, je préfère dire, et aussi être capable d'assumer des choses qu'on ne sait pas faire, qu'on ne réussit pas, et montrer qu'on n'est pas campé sur nos positions. Ça a été dit, je crois, explicitement tout à l'heure par le ministre, c'est que à refuser tout changement, on finit par donner l'impression de ne pas vouloir avancer et innover. Voilà. Bon, ben, c'est l'heure de l'apéro.